Imaginez la scène. Une cité médiévale au crépuscule, quelque part au cœur de l'Europe, au cours du XIVe siècle. Les cloches des églises sonnent l'heure du couvre-feu, leur profonde voix de bronze se répercutant sur les bâtiments à colombages qui penchent dangereusement au-dessus de rues étroites et sinueuses. Les marchands emballent à la hâte leurs marchandises sur les étals du marché, tandis que les derniers clients se précipitent chez eux à travers les ombres grandissantes. L'air est lourd des odeurs mêlées de fumée de bois, de déjections animales et de déchets humains. Quelque part au loin, des cris éclatent d'une taverne, suivis par le choc de l'acier contre l'acier. Un garde crie un avertissement alors que les citoyens verrouillent leurs portes et leurs volets contre l'obscurité qui approche. Entre ces murs de pierre imposants, dans ces rues exiguës et bondées, la vie palpite d'énergie, d'opportunité et de commerce, mais aussi d'un sentiment de danger omniprésent que les citadins modernes peuvent à peine imaginer. Du lever au coucher du soleil, et durant les heures périlleuses de la nuit, les habitants des villes médiévales naviguaient dans un paysage rempli de menaces visibles et invisibles, de la lame d'un étranger ivre aux miasmes invisibles que l'on croyait porteurs de la peste dans l'air même qu'ils respiraient. Dans cette exploration, vous découvrirez pourquoi les cités médiévales, bien qu'étant des centres de commerce, de savoir et de culture, étaient des lieux profondément dangereux où la vie ne tenait qu'à un fil bien plus fragile que dans les campagnes environnantes. Nous révélerons les statistiques choquantes de la violence urbaine qui rendait le Londres médiéval 15 à 20 fois plus meurtrier que son homologue moderne, et Oxford encore plus mortel. Bientôt, vous apprendrez comment des incendies catastrophiques pouvaient rayer de la carte des quartiers entiers en quelques heures, coûtant la vie à des milliers de personnes dans des conflagrations qui transformaient les cités de bois en brasiers. Dans un instant, nous lèverons le voile sur la sinistre réalité de l'hygiène médiévale, ou plutôt de son absence, et comment les villes sont devenues des foyers de maladies qui tuaient dans des proportions que nous pouvons à peine concevoir aujourd'hui. Au-delà de ces dangers majeurs, vous verrez comment les défaillances structurelles, une application de la loi inadéquate, les troubles sociaux et les simples hasards de la vie quotidienne se combinaient pour créer un environnement urbain où le danger rôdait à chaque coin de rue et où la mort pouvait survenir sans crier gare. Ce voyage remettra en question les idées reçues sur la vie médiévale et révélera un paradoxe. Les villes offraient des opportunités sans précédent de richesse, d'éducation et de mobilité sociale, tout en menaçant la vie de leurs habitants de manière à la fois spectaculaire et insidieuse. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi les cités médiévales étaient dangereuses, mais pourquoi les gens continuaient d'y affluer, malgré les périls mortels auxquels ils étaient confrontés, et ce que leur lutte pour créer la sécurité révèle sur les fondements mêmes de la civilisation urbaine. Quand nous pensons aux villes dangereuses aujourd'hui, certaines statistiques nous viennent à l'esprit. Les taux de criminalité, le nombre d'homicides, les quartiers à éviter la nuit. Les cités médiévales avaient tous ces problèmes, mais amplifiés à des proportions qui transforment entièrement notre compréhension de la violence urbaine. Les chroniques contemporaines et les registres des coronaires de toute l'Europe médiévale dépeignent une violence routinière et endémique qui imprégnait la vie quotidienne. Dans le Londres médiéval, le taux d'homicide atteignait environ 20 morts pour 100 000 habitants chaque année. Pour saisir ce que cela signifie, considérez que le taux de meurtre du Londres moderne oscille autour de 1 à 2 pour 100 000. Les Londoniens du Moyen Âge avaient 15 à 20 fois plus de chances d'être assassinés que leurs descendants qui parcourent ces mêmes rues aujourd'hui. Pourtant, Londres n'était même pas la ville anglaise la plus dangereuse. Cette distinction douteuse revenait à Oxford, où la présence de milliers de jeunes étudiants poussait le taux d'homicide à un chiffre stupéfiant de 60 à 75 pour 100 000,
la rendant 4 à 5 fois plus mortelle que la capitale elle-même. Ce n'étaient pas de simples chiffres dans des registres poussiéreux. Derrière chaque statistique se trouvait un corps, une flaque de sang sur les pavés, une famille déchirée. Selon les archives judiciaires de Lincoln de l'an 1202, conservées dans les rôles des assises du Lincolnshire, le bilan sanglant d'une seule année comprenait 114 meurtres, 89 vols avec violence et 65 blessures graves. Pour ce catalogue de carnage, seules 2 exécutions eurent lieu. Le fossé entre la violence commise et la justice rendue en dit long sur les forces de l'ordre médiéval ou leur absence. Dans le Londres du XIVe siècle, les coroner ont méticuleusement enregistré 142 cas d'homicide dans leur registre, créant une archive inestimable qui révèle non seulement la fréquence des meurtres, mais aussi leur schéma, leur géographie et leur nature. Ce que les chercheurs ont découvert en cartographiant ces meurtres médiévaux remet en question notre compréhension intuitive de la criminalité urbaine. Dans les villes modernes, nous nous attendons à ce que la violence se concentre dans les quartiers les plus pauvres, dans les ruelles sombres et les espaces marginaux. La violence médiévale suivait un schéma précisément inverse. Les homicides se concentraient dans les zones les plus animées, les plus riches et les plus dynamiques économiquement de la ville. Cheapside, la grande rue marchande de Londres, où les commerçants exposaient leurs plus belles marchandises, était aussi un haut lieu du meurtre. Le quartier commercial formé par Grace Church Street, Lombard Street et Cornhill, le cœur économique qui pompait la richesse à travers la ville, faisait simultanément couler le sang sur ses pavés. Les marchés, les grandes artères, les quais et les espaces de cérémonie étaient le théâtre de la majorité des morts violentes. Ces zones mortelles formaient des points chauds géographiques ne dépassant pas 2 à 300 mètres de long, des nœuds concentrés de commerce et de meurtres entremêlés. 68% des meurtres médiévaux se produisaient dans des espaces publics, à la vue des foules, sous les yeux de dizaines de témoins. Ce n'était pas une criminalité qui se terrait dans l'ombre, mais une violence qui éclatait en plein jour, en présence de la communauté. Les schémas temporels révèlent quelque chose de tout aussi frappant sur le rythme de la violence médiévale. Près d'un tiers de tous les meurtres, 44 cas documentés dans les registres des coroners de Londres, avaient lieu le dimanche. Le déroulement était sinistrement prévisible. La messe du matin, l'après-midi à boire et à jouer à la taverne, et la violence qui éclatait au couvre-feu. 77% des meurtres avaient lieu entre le début de soirée et les heures suivant le couvre-feu, soit environ entre 8 et 10 heures du soir. Novembre s'est révélé être le mois le plus meurtrier avec 22 cas, tandis qu'avril n'en a vu que 5. Le flux et le reflux de la violence suivaient le calendrier et l'horloge avec une régularité troublante. Les armes racontent leur propre histoire sur la nature de la vie urbaine médiévale et la violence qu'elle engendrait. 68% des cas de meurtre impliquaient des couteaux et des épées, des armes blanches conçues pour le combat rapproché, pour regarder sa victime dans les yeux au moment de frapper. Les couteaux, longs et courts, dominaient le bilan des morts, représentant 56% des meurtres. Les bâtons et les quarts de bâton comptaient pour 19%, les épées pour 12%. Ce que cela révèle est surprenant. Les hommes étaient couramment armés dans les cités médiévales. Porter un couteau n'était pas inhabituel, c'était attendu. Ce n'étaient pas seulement des outils pour couper de la nourriture ou du cuir, c'étaient des armes pour défendre son honneur, des instruments de rage soudaine, des outils d'une culture masculine qui pouvaient transformer une insulte verbale en une condamnation à mort en quelques secondes. 42% des blessures touchaient la tête, le cou ou la gorge, des coups mortels visant des cibles vulnérables. 30% supplémentaires visaient la poitrine, les bras et les épaules. Ce n'étaient pas les coups aléatoires de bagarreurs paniqués, mais des tentatives délibérées de tuer ou de mutiler.
qui commettait ces actes de violence urbaine. 92% des auteurs étaient des hommes, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des dynamiques de genre médiéval. Ce qui est plus révélateur, c'est que toutes les classes sociales participaient à cette culture de la violence. Chevaliers et écuyers assassinaient aux côtés d'artisans de guildes, de serviteurs et même de membres du clergé. 11 cas d'homicide impliquaient des hommes d'Église. Un tiers des meurtres impliquaient plusieurs suspects, suggérant des dynamiques de groupe et une violence collective plutôt que des tueurs solitaires. 8% des auteurs étaient des adolescents ou des enfants, ce qui indique une culture où la violence s'apprenait jeune. Ce qui est notablement absent des statistiques de meurtres médiévales est peut-être le plus instructif. Il existe peu de preuves de violence instrumentale. Le meurtre commis pour un vol, un enlèvement ou par des bandes criminelles organisées. La violence urbaine médiévale était personnelle, basée sur l'honneur, émotionnelle. Elle éclatait à la suite d'insultes, de conflits de statut et de respect, de disputes d'ivrogne qui dégénéraient parce que les deux parties étaient armées et qu'aucune ne pouvait reculer sans perdre la face. Ce n'était pas la criminalité urbaine moderne. C'était quelque chose de fondamentalement différent, découlant d'une culture où l'honneur masculin exigeait une défense violente et où les rues elles-mêmes servèrent de scène à des représentations mortelles de statut et de courage. Parmi tous les groupes violents qui rôdaient dans les cités médiévales, une catégorie démographique se distinguait comme étant exceptionnellement mortelle: les étudiants universitaires. Les étudiants d'Oxford détenaient la sinistre distinction d'être le groupe le plus létalement violent de l'Angleterre médiévale. Entre 1209 et 1399, soit près de 2 siècles, 200 incidents de violence et d'homicide impliquant des étudiants ont été documentés, une moyenne de plus d'un par an, année après année. Il ne s'agissait pas de criminels endurcis ou de pauvres désespérés poussés à la violence par la faim. C'étaient de jeunes hommes, généralement âgés de 14 à 21 ans, envoyés à Oxford pour poursuivre leurs études et se préparer à des carrières dans l'Église, le droit ou l'administration. Au lieu de cela, libérés pour la première fois du contrôle familial, armés d'épées et de couteaux, ayant accès aux débits de bière et aux bordels, ils transformaient les villes universitaires en champs de bataille. Les fraternités régionales connues sous le nom de nations, des groupes d'étudiants de la même région géographique qui se regroupaient pour un soutien mutuel, créaient des identités tribales qui alimentaient des conflits supplémentaires. Les étudiants du Nord se battaient contre les étudiants du Sud. Les étudiants gallois affrontaient les Anglais. Il ne s'agissait pas de simples bagarres à coups de poing. Les récits contemporains décrivent des batailles avec des épées, des haches de guerre et des arcs. Un incident de 1298 a commencé par une dispute dans une taverne un jeudi soir et a explosé en une bagarre de rue massive avec armes tirées et sang coulant à flots. La violence n'était pas occasionnelle ou aberrante. Elle était structurelle, intégrée à la nature même de la vie universitaire médiévale. Rien n'illustre cela de manière plus spectaculaire que l'émeute du jour de la Sainte Scolastique de 1355, qui a commencé le 10 février dans la taverne Swindlestock d'Oxford, avec une plainte qui aurait dû être anodine. 2 étudiants ont dit au tavernier que son vin était de mauvaise qualité. L'insulte a dégénéré. Des mots ont été échangés. Un étudiant a jeté sa coupe à la tête du tavernier. En quelques heures, toute la ville a éclaté en une violence qui a duré 3 jours et a transformé Oxford en zone de guerre. Des bandes armées sont entrées depuis la campagne environnante, se joignant aux citadins dans leur fureur contre la communauté universitaire. Des étudiants furent scalpés, littéralement scalpés, leurs résidences pillées, leurs biens volés, leurs corps battus et assassinés dans les rues. Lorsque le carnage a finalement pris fin, environ 20 citadins gisaient morts aux côtés de jusqu'à 63 membres de l'université.
Le bilan des morts dépassait celui de nombreuses batailles médiévales. Qu'est-ce qui a provoqué cette violence explosive? La réponse réside en partie dans les institutions qui servaient de lieu de rassemblement pour de jeunes hommes avec du temps, de l'argent et des armes, les tavernes et les débits de bière qui parsemaient chaque cité médiévale. Décrites dans les sources contemporaines comme des plaques tournantes du jeu, du crime et des rixes mortels, ces établissements occupaient une position ambiguë dans la vie urbaine. Les autorités reconnaissaient leur potentiel de désordre, mais avaient besoin des recettes fiscales qu'ils généraient. Les tavernes étaient des lieux où les classes sociales se mélangeaient, où l'alcool dissolvait les inhibitions, où les jeux de hasard créaient des gagnants et des perdants, où les insultes s'échangeaient et où l'honneur exigeait une défense violente. Dans la Dubrovnik médiévale, 57% de toutes les infractions documentées étaient des combats et des rixes, dont une grande partie était centrée autour des débits de boissons. Une célèbre bagarre à Paris en 1288, à la taverne Sainte-Geneviève, a commencé par une dispute entre un proxénète et un client, mais a rapidement englouti tout le pub. Les clients se sont joints à la bagarre, selon les témoins, simplement pour le sport, pour le pur divertissement de la violence. Le débat académique se poursuit sur la fréquence exacte de la violence dans les tavernes. Certains historiens soulignent que la plupart des beuveries se terminaient pacifiquement, que les cas documentés représentent des incidents exceptionnels plutôt que des événements nocturnes. D'autres soutiennent que la violence était endémique, tissée dans la trame même de la culture des tavernes. Ce qui est indéniable, c'est que les conflits alimentés par la boisson, déclenchés par des insultes et entretenus par des notions d'honneur masculin, devenaient régulièrement mortels. La combinaison était explosive. De jeunes hommes dans leurs années de violence maximale, libérés de la surveillance familiale, portant des armes, consommant de l'alcool, défendant leur réputation devant leur père. Lorsqu'un étudiant se sentait insulté par un citadin, lorsqu'un apprenti de guilde se querellait avec le fils d'un marchand, lorsque des fraternités régionales se heurtaient dans une rue étroite, la violence éclatait avec une rapidité terrifiante. Cela pointe vers quelque chose de fondamental à propos de la violence médiévale. C'était principalement une question d'honneur, pas de gain matériel. La criminologie moderne se concentre fortement sur la violence instrumentale, le crime commis pour des objectifs rationnels, comme obtenir de l'argent ou éliminer des rivaux. La violence urbaine médiévale opérait selon une logique différente. Elle était expressive, performative, une question de statut et de réputation. Dans une société où votre honneur déterminait votre position sociale, vos opportunités économiques, vos perspectives de mariage et votre identité même, les insultes ne pouvaient être ignorées. Reculer devant un défi signifiait une humiliation permanente. Se défendre, même si cela menait à la mort, la vôtre ou celle de votre adversaire, préservait ce qui comptait le plus. La culture de l'honneur et la disponibilité immédiate des armes créaient un cercle vicieux mortel. Porter des armes rendait la violence plus létale, ce qui rendait le port d'armes plus nécessaire, ce qui rendait la violence encore plus létale. Les jeunes hommes, en particulier, vivaient au sein de cette culture, apprenant des hommes plus âgés que la masculinité signifiait la défense violente de la réputation, que la loyauté de groupe exigeait la participation à la violence collective, que le courage se démontrait par la volonté de se battre et de mourir plutôt que de subir le déshonneur. La cité médiévale ne contenait pas seulement la violence, elle incubait une culture qui produisait de la violence génération après génération, enseignant à chaque cohorte de jeunes hommes que les rues étaient des scènes pour des représentations mortelles de l'honneur et que le sang était le prix du respect. Tandis que la violence menaçait les individus, le feu menaçait des communautés entières, transformant des quartiers complets en cendres et en charbon en quelques heures. Les cités médiévales étaient construites comme si elles avaient été délibérément conçues pour brûler. Des charpentes en bois formaient l'ossature de la plupart des bâtiments,
avec des murs en torchis, des branchages entrelacés enduits de boue, de paille et de fumier. Les toits portaient d'épaisses couches de chaume, essentiellement des tas d'herbes séchées perchées au sommet de structures en bois. À l'intérieur de ces coquilles combustibles, les familles rapprochaient les paillasses des foyers pour se réchauffer pendant les longs hivers. Les flammes nues fournissaient la seule source de chaleur, de lumière et de cuisson. Une étincelle, un moment d'inattention, une rafale de vent, et la catastrophe guettait. Les bâtiments eux-mêmes s'entassaient dans une densité organique, chaque structure se penchant vers ses voisines à travers des rues si étroites que les résidents pouvaient se pencher des fenêtres supérieures opposées et se serrer la main. Cette proximité servait des objectifs pratiques: maximiser l'espace limité à l'intérieur des murs protecteurs de la ville, fournir un soutien structurel mutuel, créer un abri contre le vent et la pluie. Mais cela signifiait aussi que le feu, une fois déclaré, pouvait sauter de bâtiment en bâtiment, se propageant à travers les quartiers plus vite que les défenseurs ne pouvaient réagir. Les rues étroites qui canalisaient le commerce pendant la journée devenaient des tunnels de vent qui attisaient les flammes la nuit, tout en empêchant une lutte efficace contre l'incendie, en restreignant l'accès des porteurs d'eau et en rendant presque impossible la création de coupe-feu. Le grand incendie de Londres de 1212 démontre le potentiel catastrophique des conflagrations urbaines médiévales. Non pas le célèbre incendie de 1666 qui a détruit une grande partie de la ville et s'est gravé dans la mémoire populaire, mais une catastrophe antérieure, le 10 juillet 1212, qui a éclaté à Southwark, sur la rive sud de Londres. Selon les récits contemporains, cet incendie a coûté la vie à jusqu'à 3000 personnes, environ 7,5% de la population totale de la ville, bien que les historiens modernes débattent pour savoir si le bilan a atteint des sommets aussi dévastateurs. Pour saisir l'ampleur de cette tragédie, si les estimations les plus élevées s'avèrent exactes, imaginez un incendie dans le Londres moderne qui tuerait 637 000 personnes. Les flammes ont consumé la cathédrale, détruit des rues entières et ont traversé le pont de Londres lui-même, piégeant les victimes entre des murs de feu qui avançaient. Pendant des siècles après, lorsque les Londoniens parlaient du « grand incendie de Londres », ils faisaient référence à cette catastrophe du XIIIe siècle et non à sa successeur du XVIIe siècle. L'incendie de 1666, malgré sa renommée et sa transformation de l'architecture de Londres, n'a tué que 6 personnes de manière vérifiée. L'incendie médiéval en a tué bien plus, que ce soit des centaines ou des milliers. Il représentait une dévastation d'une ampleur qui a choqué même une époque habituée à la mort soudaine. Londres n'était pas unique dans sa vulnérabilité. La ville avait connu des incendies dévastateurs en 1133 et 1135 qui avaient détruit de grandes parties du tissu urbain. D'autres villes anglaises ont souffert de la même manière. L'incendie de Nantwich de 1583, bien que techniquement post-médiéval, a démontré à quelle vitesse la flamme pouvait se propager à travers les constructions en bois et en chaume, un schéma établi pendant la période médiévale et qui s'est poursuivi jusqu'à ce que les matériaux de construction changent fondamentalement. Une fois qu'un incendie prenait de l'ampleur dans une cité médiévale, l'arrêter devenait presque impossible. Les flammes se déplaçaient plus vite que toute réponse humaine, poussées par le vent, alimentées par le combustible dense des bâtiments en bois, sautant par-dessus les rues et les ruelles, créant leurs propres conditions météorologiques, alors que l'air surchauffé montait et aspirait de l'oxygène frais par le bas. Les autorités médiévales comprenaient le danger et tentaient d'adopter des réglementations visant à la prévention des incendies. À partir du XIIe siècle, les villes ont rendu illégale la construction de maisons en bois sans coupe-feu, des espaces désignés destinés à empêcher la propagation du feu. Après des conflagrations majeures, des décrets ont émergé exigeant des toits en pierre et en tuiles au lieu du chaume.
Certaines villes interdisaient entièrement les toits de chaume à l'intérieur de leurs murs. Les couvre-feux servaient un double objectif: maintenir l'ordre et ordonner l'extinction des feux la nuit, lorsqu'un incendie pouvait se propager sans être vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les gardes de nuit faisaient leur ronde en partie pour détecter les incendies tôt, avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Les villes stockaient du matériel public de lutte contre l'incendie: des seaux en cuir, des crochets pour abattre le chaume en feu, des échelles pour accéder au toit, et exigeaient que les citoyens participent aux efforts de lutte contre l'incendie lorsque les flammes menaçaient. Ces mesures étaient insuffisantes. L'application s'est avérée au mieux sporadique. Les résidents pauvres ne pouvaient pas se permettre la pierre et les tuiles, continuant à construire en bois et en chaume malgré les réglementations. Les propriétaires appréciaient les revenus locatifs des logements densément peuplés plus que le danger abstrait du feu. La technologie n'existait tout simplement pas pour lutter efficacement contre les grands incendies urbains une fois qu'ils avaient commencé. Les services d'incendie, des forces organisées de lutte contre l'incendie avec un équipement et une formation spécialisée, n'apparaîtraient que des siècles plus tard. Ce que les cités médiévales avaient, c'étaient des chaînes humaines, des chaînes de citoyens se passant des seaux d'eau en cuir de main en main, depuis les puits ou les rivières jusqu'aux flammes, et des tentatives désespérées de créer des coupe-feux en abattant des bâtiments sur le chemin du feu. Contre une conflagration majeure, ces efforts étaient vains. L'impact psychologique de vivre sous la menace constante du feu imprégnait la conscience urbaine médiévale. Chaque feu de foyer représentait une catastrophe potentielle. Chaque âtre de cuisine était un destructeur potentiel de quartier. Des districts économiques entiers pouvaient disparaître du jour au lendemain, effaçant la richesse accumulée de générations, laissant les familles sans ressources, tuant sans distinction toutes les classes sociales. Les riches pouvaient perdre des manoirs et des entrepôts pleins de marchandises, tandis que les pauvres perdaient tout ce qu'ils possédaient, ce qui, bien que matériellement moins précieux, était proportionnellement dévastateur. Le feu ne faisait pas de discrimination. Il consumait riches et pauvres, vieux et jeunes, coupables et innocents avec un appétit égal. Les citadins médiévaux vivaient avec cette connaissance chaque jour, entretenant leur feu avec soin, surveillant les cheminées de leurs voisins pour des étincelles révélatrices, écoutant dans la nuit le cri redouté de « Au feu !» qui pouvait envoyer des populations entières fuir dans les rues avec tout ce qu'elles pouvaient emporter. Les murs qui protégeaient les villes des ennemis extérieurs ne pouvaient pas protéger contre ce destructeur interne qui dormait dans chaque foyer et se réveillait avec une faim dévastatrice chaque fois que le hasard ou la négligence lui en donnait l'occasion. Les villes promettaient des opportunités, mais elles livraient la mort avec une efficacité sinistre. Les preuves statistiques sont sans ambiguïté et glaçantes. Les cités médiévales fonctionnaient comme des trous noirs démographiques, consommant des vies plus rapidement qu'elles ne pouvaient en reproduire, ne se maintenant que par un afflux constant depuis la campagne. À l'âge de 25 ans, après avoir survécu aux années périlleuses de la petite enfance et de l'enfance, un habitant des campagnes pouvait espérer vivre jusqu'à l'âge de 56,2 ans. Son homologue urbain faisait face à une espérance de vie de seulement 50,3 ans. 6 années de vie en moins, volées par la ville elle-même. Pour les enfants, la différence était plus faible mais toujours significative. 67% survivaient jusqu'à l'âge adulte à la campagne, contre 64% dans les villes. La statistique la plus parlante vient de Montpellier, dans le sud de la France, où les familles paysannes urbaines avaient en moyenne un enfant survivant, tandis que les familles rurales en avaient en moyenne 2. La ville réduisait littéralement de moitié le succès reproductif. Derrière ces chiffres se cachait une crise de l'hygiène qui défie l'imagination moderne. Une cité médiévale de 10 000 habitants
pas une grande ville pour l'époque, produisait environ 900 000 litres d'excréments humains et 3 millions de litres d'urine par an. Rien de tout cela, pas une seule goutte, ne s'écoulait dans des systèmes d'égouts souterrains, car de tels systèmes n'existaient pas. Les Romains avaient construit des infrastructures d'assainissement urbain sophistiquées avec des égouts souterrains, des aqueducs pour l'eau potable et des bains publics. Après l'effondrement de l'autorité romaine en Europe occidentale au Ve siècle, cette infrastructure est tombée en désuétude et les connaissances nécessaires à son entretien ont largement disparu. Les cités médiévales ont dû gérer les déchets avec une technologie qui méritait à peine ce nom. Les ménages les plus pauvres partageaient des fosses d'aisance communes, des trous dans le sol où les excréments s'accumulaient jusqu'à ce que quelqu'un puisse être payé pour les enlever. Des réglementations interdisaient de jeter les déchets directement dans les rues, mais ces règles étaient largement ignorées ou impossibles à appliquer. Les bouchers jetaient les abats et le sang des animaux dans les rues et les rivières. Les rues étaient remplies de chevaux, d'ânes et d'animaux de ferme, chacun contribuant avec ses propres déjections. Les rats et la vermine prospéraient dans cet environnement. Les rues étaient intentionnellement en pente vers les rivières et les drains à ciel ouvert, conçus pour que la pluie emporte les détritus, mais emporter signifiait dans les rivières qui servaient également de source d'eau potable. Les fosses d'aisance fuyaient dans le sol environnant, contaminant les puits. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas la théorie des germes. Ils ne pouvaient pas voir les bactéries et les parasites qui se reproduisaient dans cet environnement. Mais ils n'ignoraient pas le lien entre la saleté et la maladie. La théorie des miasmes, la croyance que le mauvais air causait les maladies, dominait la compréhension médicale médiévale. Ils se trompaient sur le mécanisme, mais avaient raison sur l'association. Là où ça puait, les gens tombaient malades et mouraient. Le lien entre l'environnement et la santé se concentrait sur l'odeur de l'air et de l'eau. Les endroits malodorants étaient reconnus comme insalubres. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que l'odeur n'était qu'un symptôme. Les vrais tueurs étaient invisibles, transmis par voie fécale orale lorsque de l'eau ou de la nourriture contaminée pénétrait dans le système digestif humain. Lorsque la peste noire est arrivée en 1347, déferlant de l'Est comme un jugement apocalyptique, les villes ont souffert de manière catastrophique. Entre 1347 et 1352, environ 40% de la population totale de l'Europe est morte. Mais cette moyenne cache d'énormes variations. Les villes ont subi le plus gros de la fureur de la peste. Florence, l'un des grands centres urbains d'Europe, a vu sa population s'effondrer de quelque part entre 110 000 et 120 000 à 50 000, perdant environ 50 à 60% de ses habitants. Paris a perdu environ 50 000 habitants, soit environ un tiers de sa population, que les chercheurs estiment entre 80 000 et 200 000. Londres a perdu au moins la moitié de sa population rien que dans les années 1348 et 1349. La peste a frappé les villes avec une férocité particulière, pour des raisons que les gens du Moyen Âge pouvaient partiellement comprendre. Les populations denses signifiaient une transmission rapide. Une mauvaise hygiène attirait les rats porteurs de puces pestiférées, l'eau contaminée affaiblissait les systèmes immunitaires, la malnutrition chez les pauvres des villes réduisait la résistance. Pourtant, la peste n'était pas le seul tueur qui rôdait dans les rues médiévales. La dysenterie, le typhus et la fièvre typhoïde se propageaient par les voies de transmission fécale-orale, prospérant partout où les déchets humains contaminaient l'eau ou la nourriture. Les sources contemporaines parlent de centaines de milliers de morts dues à des maladies liées aux déchets au cours du Moyen Âge. Il ne s'agissait pas d'événements épidémiques spectaculaires, comme la peste noire qui attirait l'attention des chroniqueurs et inspirait la littérature apocalyptique.
C'était l'usure silencieuse et constante de la vie, fauchant surtout les nourrissons et les enfants, les malades et les personnes âgées, les pauvres vivant dans les quartiers les plus contaminés, les travailleurs dont les occupations les mettaient en contact avec les déchets et la saleté, après que la peste noire a choqué l'Europe et l'a rendue consciente de sa vulnérabilité, quelques améliorations ont émergé. Les villes ont nommé des officiers de santé qui représentaient les premières versions des services de santé publique. Les lois de quarantaine exigeaient que les navires et les voyageurs venant de régions infectées par la peste attendent à l'extérieur des murs de la ville. Les lazarets, des hôpitaux d'isolement, maintenaient les malades séparés de la population saine. Les restrictions de rassemblement pendant les épidémies tentaient d'empêcher la transmission. Des postes d'observation et des procédures de désinfection tentaient de protéger les villes de la réinfection. Les gens du Moyen Âge croyaient, à juste titre, que la peste pouvait revenir si des conditions environnementales insalubres persistaient. Cette croyance a stimulé des actions administratives visant à la propreté. Ces efforts se sont avérés inadéquats face à l'ampleur du problème. Le problème fondamental n'était pas un manque de préoccupation ou d'effort, mais la capacité technologique et organisationnelle. Une ville de 10 000 habitants produisant des millions de litres de déchets par an nécessitait une collecte, un transport et une élimination systématique, des tâches exigeant une infrastructure et une main-d'œuvre importante. Des travailleurs spécialisés appelés vidangeurs de fosses d'aisance gagnaient leur vie en vidant les fosses, travaillant la nuit lorsque la puanteur offenserait moins de gens, transportant les déchets vers des décharges à l'extérieur des murs de la ville ou les épandant sur les champs agricoles. Mais le rythme de production des déchets dépassait la capacité d'enlèvement. La croissance démographique dépassait continuellement les solutions. La densité qui rendait les villes économiquement productives les rendait aussi pathologiquement dangereuses, créant ce que les chercheurs appellent l'effet cimetière urbain. Des taux de mortalité si élevés que les villes ne pouvaient pas maintenir leur population par la reproduction naturelle et ne survivaient que grâce à une migration constante depuis les zones rurales plus saines. La campagne nourrissait les villes non seulement avec de la nourriture, mais aussi avec des vies humaines, un tribut de jeunes gens en bonne santé qui venaient chercher des opportunités et trouvaient trop souvent une tombe précoce à la place. Une étude a révélé que 36% des hommes urbains et 56% des femmes urbaines mouraient avant d'atteindre l'âge de 35 ans. Seuls 9% vivaient jusqu'à 60 ans. La ville faisait des veuves et des orphelins avec une efficacité impitoyable, consumant des générations comme elle consumait des bâtiments en bois, consommant des vies comme carburant pour son dynamisme commercial et culturel. Au-delà des menaces spectaculaires du meurtre et de la peste, l'environnement physique lui-même présentait des dangers quotidiens. Les rues médiévales étaient des labyrinthes étroits et sinueux qui suivaient des schémas organiques autour des châteaux et des collines, n'obéissant à aucun plan rationnel. À l'intérieur des murs protecteurs, l'espace précieux forçait les rues à se faufiler entre les bâtiments, créant des couloirs si étroits que les étages supérieurs en saillie se touchaient presque au-dessus du vide. Ces saillies bloquaient la lumière du soleil même à midi, emprisonnant la fumée de cuisson et les odeurs de latrines, tout en créant des passages claustrophobes d'ombre permanente. Les rues du haut Moyen Âge étaient des pistes boueuses et non pavées. Les siècles suivants ont apporté les pavés, bien que leur largeur irrégulière variait de manière imprévisible, assez large pour les charrettes dans un pâté de maison, se rétrécissant à la largeur des épaules dans le suivant. Les propriétaires étendaient continuellement leurs bâtiments sur l'espace de la rue, malgré les ordres du maire l'interdisant. Le résultat était des rues qui devenaient plus étroites, plus encombrées, plus dangereuses avec le temps. Les rues médiévales grouillaient d'activité. Des chevaux tirant des charrettes, des ânes portant des charges, des animaux de ferme marchant vers l'abattoir,
des bouchers transportant des carcasses saignantes, des marchands vantant leurs marchandises, des pèlerins, des étudiants, des mendiants. Sans contrôle de la circulation, les accidents étaient inévitables. Les charrettes heurtaient les piétons. Les chevaux donnaient des coups de sabot et piétinaient. La densité des corps et des véhicules dans des espaces confinés créait des risques de collision constants. Les défaillances structurelles présentaient des dangers plus spectaculaires. Les effondrements de bâtiments étaient d'une fréquence inquiétante tout au long du Moyen Âge. Des ponts cédaient, plongeant les voyageurs dans les rivières. Des églises s'effondraient pendant les offices, écrasant les fidèles sous la pierre. Ces défaillances provenaient de conceptions ambitieuses qui dépassaient les connaissances en ingénierie, des tempêtes et des inondations, du simple fait que les constructeurs médiévaux expérimentaient sans les calculs qui viendraient des siècles plus tard. Même le dôme de Sainte-Sophie à Constantinople s'est effondré seulement 21 ans après son achèvement, en 558 de notre ère. La Rome antique avait également connu des défaillances structurelles catastrophiques. L'effondrement de l'amphithéâtre de Fidène, en 27 de notre ère, a tué entre 20 000 et 50 000 spectateurs, selon les sources anciennes, ce qui en fait probablement la défaillance structurelle la plus meurtrière de l'histoire. Les constructeurs médiévaux ont hérité de ce legs de constructions ambitieuses qui dépassaient parfois les limites des connaissances en ingénierie. Le Londres du début de l'ère moderne, entre 1650 et 1750, a enregistré plus de 15 000 morts accidentelles, dépassant de loin les meurtres. Les types, noyades dans les rivières et les fosses d'aisance, chutes de bâtiments et de ponts, incendies, suffocation, blessures causées par des animaux et des véhicules, s'appliquaient également aux cités médiévales. Les animaux posaient des dangers particuliers. Les porcs erraient comme des charognards, mangeant les déchets, mais attaquaient aussi les enfants. L'abbé de York s'est plaint au roi Édouard Ier en 1298 de la puanteur des porcheries et des porcs errants. Londres a interdit les porcs dans les rues en 1277. Gand a infligé des amendes aux contrevenants en 1350. Les villes nommaient des porchers pour les contrôler, mais des défaillances périodiques laissaient les animaux errer librement. Les registres des coronaires du Londres du XIVe siècle documentent des morts violentes, dues à des accidents qui coûtaient des vies avec une régularité sinistre. L'effet cumulatif des petits dangers, des pas imprudents, des cordes effilochées, des animaux effrayés, des structures peu solides, créait un bilan de morts rivalisant avec le meurtre et l'épidémie. Les citadins médiévaux naviguaient dans un parcours du combattant quotidien où tout moment d'inattention pouvait s'avérer fatal, où les activités ordinaires comportaient des dangers que la sécurité moderne a rendus invisibles, mais qui hantaient les citoyens médiévaux de la naissance à une mort souvent précoce. Les cités médiévales possédaient des systèmes de maintien de l'ordre sur le papier, des shérifs, des connétables, des baillis avec des responsabilités définies. Le fossé entre cette structure formelle et un maintien de l'ordre efficace, cependant, anéantissait tout espoir de sécurité réelle. Les shérifs, à l'origine des Shire Reeve, représentant l'autorité royale, étaient responsables des affaires criminelles. Au XIIIe siècle, ils étaient choisis parmi les notables locaux, privilégiant souvent les intérêts de l'élite plutôt que la justice pour le peuple. Les connétables, nommés par Henri III en 1252 pour superviser les districts administratifs, et les baillis gérant l'ordre de la ville, étaient également limités dans leur efficacité. La faiblesse fondamentale était que ces officiers n'avaient aucune formation. Les connétables occupaient des postes à temps partiel, remplis par des citoyens ordinaires, dont les seules qualifications étaient le rang social et la réputation. Ils ne possédaient aucune compétence d'enquête, aucune méthode systématique pour résoudre les crimes.
Lorsqu'un meurtre se produisait, les connétables pouvaient rassembler des suspects sur la base de rumeurs, mais une véritable enquête, recueillir des preuves, interroger des témoins, établir des chronologies, dépassait leurs capacités. Cela explique la situation de Lincoln en 1202. 114 meurtres, 89 vols avec violence, 65 blessures graves, mais seulement 2 exécutions. L'étude de l'érudit Edward Powell a trouvé 280 mises en accusation pour viol sur 30 ans, avec 0 condamnation. L'appareil judiciaire existait en théorie, mais fonctionnait à peine en pratique. Le statut de Winchester de 1285 a officialisé un système de guet de nuit exigeant que les villes postent des gardes aux portes du coucher au lever du soleil, habilités à arrêter les rôdeurs nocturnes sans motif valable. En pratique, ces postes n'étaient ni prestigieux ni bien payés. Les gardes étaient fréquemment décrits comme indisciplinés, paresseux, corrompus, dormant en service, buvant, extorquant de l'argent, harcelant les personnes vulnérables tout en ignorant les criminels. Les couvre-feux annoncés par le son des cloches signalaient la fermeture des portes et le moment de vider les rues. Le mot dérive du français « couvre-feu », reflétant le double objectif de l'heure du coucher et de la prévention des incendies. Toute personne trouvée à l'extérieur sans raison légitime était considérée comme suspecte. Mais l'application dépendait entièrement de la compétence et de la diligence des gardes, qui faisaient souvent défaut. L'accès aux tribunaux officiels était limité par la classe sociale. Les hommes libres pouvaient chercher la justice officielle. Les hommes non libres et les paysans se tournaient vers les seigneurs locaux, un système renforçant les hiérarchies féodales où la justice signifiait des relations de pouvoir et non une loi impartiale. Une grande partie de la justice médiévale opérait en dehors des structures formelles, par le biais des cours seigneuriales et ecclésiastiques ou de la résolution de conflits basés sur l'honneur. Ce système fragmenté et inefficace explique pourquoi la violence persistait. Lorsque Lincoln enregistrait 114 meurtres, mais n'exécutait que 2 auteurs, les criminels potentiels comprenaient que la punition était peu probable. Lorsque les étudiants d'Oxford pouvaient se révolter et assassiner avec peu de conséquences en raison des privilèges universitaires, la violence devenait presque rationnelle. Lorsque les gardes pouvaient être soudoyés ou étaient absents, la nuit offrait la liberté aux criminels. Lorsque les tribunaux étaient inaccessibles ou inefficaces, la justice privée comblait le vide. Les étrangers aux portes, marchands, pèlerins, étudiants, mercenaires, migrants, ajoutaient à la complexité. Les gardes étaient censés contrôler les visiteurs, mais le volume dépassait la capacité de filtrage. Sans papier d'identité, ni casiers judiciaires interurbains, les étrangers restaient des inconnus. Les cités médiévales présentaient ainsi une illusion de loi et d'ordre. Des réglementations existaient, des officiers détenaient des titres, des peines étaient spécifiées, mais le fossé entre la loi et son application était énorme. Dans cet environnement de loi nominale mais d'application minimale, la violence prospérait et la sécurité dépendait de portes verrouillées et d'armes personnelles plutôt que des autorités civiques. Sous les dangers visibles de la violence, du feu et de la maladie, se cachaient des tensions plus profondes qui éclataient périodiquement en conflits ouverts et menaçaient le fragile ordre urbain. Les cités médiévales concentraient non seulement le commerce et la culture, mais aussi la pauvreté, l'inégalité et le ressentiment, des ingrédients qui, lorsqu'ils étaient mélangés sous pression, pouvaient exploser en révolte et en bains de sang. Environ 20% de la population médiévale vivait dans le dénuement, des vagabonds sans abri se déplaçant de lieu en lieu à la recherche de travail ou de charité. À une époque où la doctrine chrétienne mettait l'accent sur l'aumône comme chemin vers le salut, la mendicité était initialement tolérée, voire encouragée comme une opportunité pour les riches de pratiquer la charité.
Les églises et les monastères distribuaient de la nourriture et de petites pièces. Les portes des villes voyaient des flots de pauvres arriver quotidiennement dans l'espoir de quelques restes. Mais à partir du XIVe siècle, alors que les villes grandissaient et que le nombre de pauvres désespérés augmentait, les attitudes se durcirent. Les réglementations devinrent plus strictes, distinguant les pauvres méritants, ceux incapables de travailler en raison de l'âge ou d'un handicap, des pauvres valides, qui étaient de plus en plus considérés comme paresseux, criminels, dangereux. Les préoccupations d'ordre public grandirent à mesure que les populations urbaines se gonflaient de personnes marginalisées qui n'avaient rien à perdre. Les conflits de classe au sein des villes créaient leurs propres tensions, distinctes de la pauvreté des migrants. Dans les villes commerciales de Flandre et du nord de l'Italie, des relations de classe triangulaires se sont développées entre les élites marchandes, les petits entrepreneurs et maîtres artisans, et les travailleurs salariés. Les élites marchandes monopolisaient le pouvoir politique, contrôlaient l'accès aux matières premières et aux marchés, et interdisaient les guildes d'artisans indépendantes, ou les réunions de travailleurs qui pourraient contester leur domination. Les artisans et les petits producteurs exigeaient une autonomie institutionnelle, le contrôle de leur processus de production et une participation au gouvernement de la ville. Les travailleurs salariés cherchaient des salaires plus élevés, de meilleures conditions et la reconnaissance de la valeur de leur travail. Les premières grèves documentées ont eu lieu à Douai et à Gand entre 1225 et 1250, représentant une action ouvrière organisée sans précédent en Europe médiévale. Des vagues successives de révoltes ont balayé les villes flamandes vers 1280 et de nouveau en 1302. La bataille de Courtrai en 1302 a vu la milice artisanale de Bruges vaincre une force chevaleresque française, démontrant que les artisans urbains pouvaient contester la domination militaire des guerriers aristocratiques. Cette victoire a enhardi les travailleurs de toute la région. La révolte de la Flandre maritime de 1323 à 1328 a représenté une résistance urbaine soutenue à la fois contre les élites locales et le pouvoir aristocratique extérieur. L'Italie a connu des bouleversements similaires. La révolte des Ciompi à Florence en 1378 a brièvement porté au pouvoir les travailleurs de la laine, parmi les travailleurs urbains les plus exploités et les plus pauvres. Ils ont établi un gouvernement démocratique qui incluait les travailleurs pauvres dans les processus politiques pour la première fois. L'expérience n'a duré que quelques mois avant que l'oligarchie ne réaffirme son contrôle, mais elle a démontré le potentiel révolutionnaire qui couvait au sein des relations de classe urbaine. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés. L'Allemagne a connu plus de 60 phases distinctes d'agitation paysanne militante entre 1336 et 1525, une grande partie étant centrée dans les villes et les cités plutôt que dans des zones purement rurales. Qu'est-ce qui a provoqué ces explosions de rage sociale? L'écart croissant entre les riches et les pauvres en constituait la base structurelle. À mesure que le capitalisme commercial se développait dans les cités médiévales, les marchands prospères accumulaient d'énormes richesses, tandis que les travailleurs salariés luttaient pour s'offrir du pain. Les salaires réels des pauvres diminuaient, alors même que les riches construisaient des manoirs et soutenaient les artistes. L'inflation croissante frappait les pauvres le plus durement, car les prix des denrées alimentaires augmentaient plus vite que les salaires. La fiscalité pesait de manière disproportionnée sur ceux qui étaient le moins en mesure de payer, tandis que les riches utilisaient leur pouvoir politique pour protéger leur fortune. Les crises externes, les famines qui faisaient grimper les prix des denrées alimentaires, les pestes qui perturbaient les marchés du travail, les guerres qui exigeaient des impôts spéciaux, les conflits religieux qui divisaient les communautés, servaient de déclencheurs qui transformaient le ressentiment latent en révolte active. Les autorités urbaines tentaient également de gérer les tensions sociales
par la réglementation des populations marginales. De nombreuses municipalités autorisaient les bordels, considérant la prostitution comme un moindre mal qui prévenait le viol et les troubles sociaux, une idée dérivée des écrits d'Augustin. À la fin du Moyen Âge, la plupart des grandes villes européennes avaient des quartiers chauds autorisés. Cette tolérance a pris fin brusquement au milieu du XVIe siècle, lorsque la réforme religieuse a moralisé la gouvernance urbaine, poussant le travail du sexe dans la clandestinité et illustrant comment les autorités recalibraient constamment leurs approches en fonction des contextes politiques et religieux changeants. La concentration de personnes pauvres, déplacées et pleines de ressentiments dans des espaces urbains confinés, créait ce que nous pourrions appeler des poudrières sociales, des communautés qui pouvaient exploser en violence lorsque les conditions se détérioraient au-delà du supportable. La concurrence économique entre les guildes pouvait déclencher des émeutes. Les conflits entre travailleurs et employeurs sur les salaires pouvaient paralyser des industries entières. Le ressentiment contre les élites riches pouvait éclater en attaques contre leurs manoirs. Les pénuries alimentaires pouvaient déclencher des émeutes de la faim où des foules affamées s'emparaient des entrepôts des marchands. L'absence de filet de sécurité sociale signifiait que lorsque les circonstances s'aggravaient, une mauvaise récolte, une épidémie de peste, une guerre qui perturbait le commerce. Ceux qui étaient en marge faisaient face à la famine sans aucun coussin et sans autre recours que l'action collective, que les autorités qualifiaient de rébellion et réprimaient par la violence. Les cités médiévales restaient perpétuellement volatiles, en équilibre précaire entre l'ordre productif et le chaos destructeur. La même densité qui permettait le commerce et l'épanouissement culturel concentrait également l'inégalité et la souffrance. Les murs qui protégeaient contre les ennemis extérieurs emprisonnaient également les tensions internes, sans soupape de sécurité, à l'exception d'explosions périodiques de révoltes que les autorités réprimaient par la force, pour voir ensuite les tensions sous-jacentes se reconstituer jusqu'à la prochaine éruption. Vivre dans une cité médiévale signifiait naviguer non seulement parmi les dangers individuels de la criminalité et de la maladie, mais aussi parmi les dangers collectifs des conflits sociaux qui pouvaient soudainement transformer les rues en champs de bataille et les voisins en ennemis. Les murs des cités médiévales dominaient l'horizon, des fortifications en pierre de 30 à 40 pieds de haut, entourées de douves, hérissées de meurtrières et de machicoulis pour lancer des pierres ou de la poix bouillante sur les assaillants. Des herses pouvaient sceller les portes instantanément. Ces symboles imposants de protection représentaient un investissement civique énorme, marquant la frontière entre la civilisation et la nature sauvage, offrant une sécurité tangible contre les armées en maraude et les bandits. Pourtant, la protection avait des coûts ironiques. Les sièges étaient courants tout au long du Moyen Âge, avec des campagnes conçues autour de successions de sièges plutôt que de batailles rangées. La tactique standard était simple: encercler la ville, couper les approvisionnements, attendre la reddition. La défense incombait aux miliciens urbains, des artisans et des marchands eux-mêmes, pas des soldats professionnels, passant des semaines loin de leurs affaires pour garder les murs. Les murs qui protégeaient fonctionnaient aussi comme des pièges. Ils concentrèrent la population dans un espace limité, créant une forte densité qui augmentait la transmission des maladies. Lorsque la peste frappait, les murs empêchèrent la fuite vers des zones rurales plus saines. Les réglementations de quarantaine scellaient parfois entièrement les portes, piégeant les bien portants avec les mourants. La même concentration qui limitait l'espace de logement créait des conditions parfaites pour un incendie catastrophique. Les rues étroites entre des structures densément tassées, un résultat direct de la maximisation de l'espace à l'intérieur des murs, rendaient les incendies impossibles à arrêter. Les murs gardaient les dangers à l'intérieur aussi efficacement qu'ils gardaient les ennemis à l'extérieur. Pendant les sièges, les murs se transformaient de protection en condamnation à mort. Les armées assiégeantes pouvaient affamer les défenseurs plutôt que de percer les murs.
Coupées de la nourriture, les populations consommaient leurs réserves, puis les semences, le bétail, et dans les cas extrêmes, les chevaux, les rats et le cuir. Les chroniques documentent le cannibalisme lors de sièges prolongés, lorsque la famine poussait les habitants au-delà des limites morales. Pendant ce temps, les trébuchets lançaient des projectiles par-dessus les murs, les flèches pleuvaient continuellement, et les populations civiles se terraient tandis que les pierres s'écrasaient à travers les toits et que les défenseurs s'affaiblissaient à cause de l'épuisement et des blessures. La technologie militaire a finalement rendu les murs médiévaux obsolètes. En 1453, les murs légendaires de Constantinople, debout depuis plus de 1000 ans, sont tombés face aux bombardes turques. En 1494, l'artillerie du roi de France, Charles VIII, a démoli les défenses médiévales italiennes en quelques jours plutôt qu'en mois, comme l'exigeaient les sièges traditionnels. Le canon à poudre a percé des fortifications supposées imprenables, faisant des hauts murs médiévaux des handicaps plutôt que des atouts. Ce profond paradoxe définissait la vie urbaine médiévale. Les murs dans lesquels les villes avaient lourdement investi, qui les avaient protégés pendant des siècles, sont devenus obsolètes presque du jour au lendemain, tout en ayant toujours créé des vulnérabilités. Ils concentraient les populations à des densités propices aux maladies, piégeaient les citoyens lors des incendies et des sièges, limitaient l'expansion et forçaient la construction exiguë et dangereuse qui caractérisait les cités médiévales. Les murs étaient à la fois essentiels et problématiques, protecteurs et emprisonnants. Un paradoxe capturant la tragédie plus large où les solutions à certains problèmes en créaient ou en exacerbaient d'autres, et où l'infrastructure de la civilisation contenait les germes de la destruction. Le catalogue des dangers pourrait suggérer que les citadins acceptaient des conditions létales avec une résignation fataliste. Ce serait profondément faux. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient les dangers et tentaient d'y remédier dans les limites de leurs capacités technologiques et organisationnelles. Leurs efforts, bien que souvent insuffisants, démontrent que le souci de la sécurité publique précède de plusieurs siècles la gouvernance moderne. Les réglementations sanitaires apparaissent étonnamment tôt. Les réglementations de Magnus Lagabøte, de 1276 pour Bergen, en Norvège, exigeaient que les rues soient maintenues propres et les surfaces entretenues de manière uniforme. Le maire de Coventry, en 1421, a ordonné aux chefs de famille de nettoyer le trottoir chaque samedi sous peine d'amende. Les villes engageaient des nettoyeurs de rues professionnels et des travailleurs spécialisés, appelés vidangeurs de fosses d'aisance, qui vidaient les fosses la nuit. Les conseils municipaux entretenaient les approvisionnements en eau, imposaient des mesures sanitaires, organisaient des brigades de pompiers et des travaux publics. Les réglementations de construction contrôlaient les constructions, équilibrant les besoins des propriétaires et la sécurité publique. La sécurité alimentaire recevait une attention significative à travers l'assise du pain et de la bière, qui établissait des normes pour le poids du pain, son prix et la qualité de la bière. Les inspecteurs de marché vérifiaient quotidiennement la viande et le poisson, confisquant les produits avariés. Après la peste noire, les villes ont mis en œuvre des lois de quarantaine, des lazarets pour les malades, des officiers de santé et des postes d'observation, des réponses de santé publique sophistiquées compte tenu de la compréhension médicale médiévale. Les autorités réglementaient également les heures d'ouverture des tavernes, les jeux de hasard, les mesures de prévention des incendies et d'autres aspects de la vie urbaine, gérant le désordre tout en reconnaissant que certains comportements ne pouvaient pas être entièrement éliminés. Pourtant, malgré tous les efforts, les cités médiévales restaient dangereuses. Pourquoi? L'application s'est avérée inadéquate. Surveiller les infractions et punir les contrevenants dépassait les capacités des connétables à temps partiel. Les ressources étaient limitées, les budgets couvrant les murs, les portes, les tribunaux et les marchés au-delà de l'assainissement. La croissance démographique dépassait les solutions,
car les nouveaux migrants submergeaient les infrastructures. La technologie n'existait tout simplement pas pour certains problèmes. Aucune pompe médiévale ne pouvait fournir de l'eau potable à toute une ville. Aucune ingénierie ne pouvait construire des égouts adéquats pour des dizaines de milliers de personnes. Plus fondamentalement, les problèmes structurels étaient trop profonds. La densité requise pour la fonction économique créait des risques sanitaires inhérents. La construction en bois, abordable pour les pauvres, brûlait facilement. La culture de l'honneur valorisant la violence masculine ne pouvait pas être éliminée par la réglementation. Les tensions de classe issues de l'inégalité économique ne pouvaient pas être résolues par des autorités représentant les intérêts de l'élite. Les cités médiévales faisaient face à une réalité tragique. Les caractéristiques mêmes qui en faisaient des villes, densité, diversité, commerce, brassage culturel, les rendaient également dangereuses. Néanmoins, la culture de la responsabilité civique représentait une véritable réussite. Les citoyens participaient à la lutte contre les incendies, reconnaissant que la sécurité collective en dépendait. L'entretien des rues, le service de guet et le financement des infrastructures incombaient à tous les résidents. Ces attentes ont créé des communautés structurées avant l'émergence de la gouvernance moderne, pionnières des concepts de devoir civique, de bien-être public et d'action collective qui sont devenus les fondements des développements ultérieurs de la gouvernance urbaine. En regardant le catalogue des périls qui hantaient les rues des cités médiévales, un schéma se dégage. Le danger urbain médiéval ne provenait pas d'une cause unique, mais de multiples vulnérabilités qui se renforçaient mutuellement dans une synergie tragique. La criminalité violente prospérait là où les forces de l'ordre étaient faibles et où la culture de l'honneur exigeait une autodéfense armée. Les incendies devenaient catastrophiques parce que la construction en bois, la densité des bâtiments et les rues étroites créaient des conditions parfaites pour la conflagration. La maladie frappait le plus durement là où la gestion des déchets échouait et où la densité de population permettait une transmission rapide. Les défaillances structurelles se multipliaient lorsque l'architecture ambitieuse dépassait les connaissances en ingénierie. Les troubles sociaux éclataient lorsque l'inégalité concentrait la richesse parmi les élites, tandis que les masses souffraient de la pauvreté sans filet de sécurité. Les murs qui promettaient la protection emprisonnaient les populations dans ces conditions dangereuses. Les tentatives réglementaires d'améliorer la situation échouaient en raison d'une application inadéquate, de ressources limitées et de contraintes technologiques. Aucun facteur unique n'a rendu les cités médiévales mortelles. Ce sont plutôt des forces politiques, économiques, sociales, techniques et culturelles qui se sont combinées pour créer un environnement urbain où le danger était endémique et où la mort arrivait avec une fréquence terrible. Pourquoi les gens acceptaient-ils de telles conditions? La réponse réside en partie dans le manque d'alternatives. Pour de nombreux migrants fuyant la pauvreté rurale ou la surpopulation, la ville offrait le seul espoir de promotion malgré ses dangers. Les opportunités économiques, la chance d'apprendre un métier, de rejoindre une guilde, de faire du commerce, de s'élever au-dessus du statut de paysan, l'emportaient sur des risques qui, bien que réels, n'étaient pas garantis d'affecter un individu en particulier. La normalisation progressive du danger a également joué un rôle. Lorsque tout le monde autour de vous vit avec le meurtre, le feu et la maladie, lorsque ces conditions persistent depuis des générations, elles deviennent simplement la façon dont la vie est, plutôt que des aberrations nécessitant une correction. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas la comparaison que la sécurité moderne nous offre. Ils ne pouvaient pas concevoir des villes où les taux de meurtre étaient 20 fois plus bas, où les incendies ne consumaient presque jamais des quartiers entiers, où l'eau potable coulait des robinets, où une police professionnelle patrouillait dans les rues, où les codes du bâtiment empêchaient les défaillances structurelles. Leur normalité était notre cauchemar, mais c'était néanmoins la normalité. Qu'est-ce qui a finalement changé?
de multiples transformations au fil des siècles ont progressivement réduit les dangers urbains médiévaux. L'artillerie à poudre a mis fin aux fortifications médiévales, forçant une réimagination des défenses urbaines qui a finalement conduit à des murs plus bas et à un urbanisme plus ouvert. L'urbanisme de la Renaissance a introduit des rues et des places plus larges et plus droites qui ont amélioré la lumière, la circulation de l'air et la réponse aux incendies. La réforme protestante a fermé les bordels municipaux et a réimaginé le contrôle social. Des améliorations progressives de la technologie sanitaire, incluant finalement des égouts souterrains et un approvisionnement en eau potable, ont abordé la gestion des déchets à des échelles adaptées aux populations urbaines. Des forces de police professionnelles ont émergé lentement au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, remplaçant le système inadéquat de connétables à temps partiel et de guets de nuit. Mais de nombreux dangers médiévaux ont persisté bien au-delà du début de la période moderne. Le grand incendie de Londres de 1666 a démontré que les villes construites en bois restaient vulnérables. Les taux de violence ont diminué lentement au fil des siècles plutôt que soudainement. Les épidémies de choléra dans les villes industrielles du XIXe siècle ont montré que les problèmes de gestion des déchets pouvaient refaire surface dans de nouveaux contextes. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, les cités médiévales offrent de puissantes leçons sur ce que nous tenons pour acquis. Des points chauds de violence urbaine existent encore dans le monde entier où la pauvreté et une gouvernance faible se concentrent. La pandémie de Covid-19 a démontré comment la maladie se propage dans les populations denses, des leçons que les citadins médiévaux ont apprises à travers les morts de la peste. Les conflits de classe et l'inégalité continuent de façonner la politique urbaine. Le compromis fondamental demeure. Les villes créent de la richesse par la densité, qui permet également la criminalité, la transmission des maladies et les accidents. L'héritage urbain médiéval vit autour de nous. De nombreux centres-villes européens suivent encore les schémas de rues médiévaux. Les cadres juridiques pour la gestion des villes trouvent leurs racines dans les précédents médiévaux. Comprendre les dangers urbains médiévaux nous aide à apprécier les infrastructures de sécurité modernes, l'eau potable des robinets, les pompiers qui arrivent en quelques minutes, les enquêtes de police professionnelles. Nous tenons ces réalisations pour acquises, oubliant que la sécurité n'est pas naturelle, mais construite par un effort collectif, un investissement public et une persévérance réglementaire. Les cités médiévales étaient des expériences de vie, des tentatives de créer des communautés ordonnées à des échelles sans précédent, sans les fondements technologiques, institutionnels ou scientifiques que les générations suivantes développeraient. Les gens qui vivaient dans ces rues dangereuses, qui esquivaient les couteaux dans les bagarres de taverne, qui fuyaient les incendies consumant leur quartier, qui regardaient leurs enfants mourir de l'eau contaminée, qui enduraient la terreur de la peste noire, n'étaient ni stupides ni passifs. Ils ont construit ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Leurs échecs nous enseignent les fondamentaux de l'urbanisme, que la densité nécessite une infrastructure sanitaire, que la sécurité incendie exige des matériaux résistants et des rues larges, que l'ordre social a besoin de forces de l'ordre légitime, que la santé publique requiert une intervention organisée. Chaque commodité urbaine moderne, égouts, traitement de l'eau, code du bâtiment, services d'incendie, police professionnelle, services de santé publique, hôpitaux, éclairage public, est née des dures leçons apprises à travers les catastrophes médiévales. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration du danger urbain médiéval. J'espère que ce voyage à travers les rues violentes, les bâtiments en feu, les eaux contaminées et les structures instables des cités médiévales vous a donné une nouvelle perspective sur la raison pour laquelle les villes sont à la fois la plus grande réussite de l'humanité et notre défi le plus persistant. Regardez ces rues médiévales, dangereuses, sales, violentes, mais pleines de vie, d'opportunités et d'une remarquable résilience humaine,
nous rappelle que la sécurité n'est jamais garantie, seulement construite par un effort collectif, un investissement public et une vigilance constante. Les murs sont tombés, le bois a été remplacé par la brique et l'acier, les fosses d'aisance ont été supplantées par les égouts, les gardes par les forces de police, mais le défi fondamental demeure. Comment créer des espaces urbains qui offrent des opportunités sans danger mortel, qui permettent la densité sans risque catastrophique, qui équilibrent la liberté et la sécurité? Si vous avez apprécié cette exploration du côté sombre de la vie urbaine médiévale, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous vous abonniez pour plus d'analyses approfondies de l'histoire médiévale. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Auriez-vous risqué votre vie dans une cité médiévale pour les opportunités qu'elle offrait, ou le catalogue des dangers que nous avons explorés aujourd'hui vous semble-t-il trop terrible à envisager? D'ici la prochaine fois, restez en sécurité. Appréciez les infrastructures qui rendent la vie urbaine moderne possible, et souvenez-vous que l'acte apparemment simple de marcher en toute sécurité dans votre ville repose sur des siècles de connaissances durement acquises, payées par d'innombrables vies médiévales.